Alors du coup dans l'exercice 1, on vous demandait, on disait tout d'abord que LIF a un moment dipolaire de 6,28 de bail, une longueur de liaison de 152 picomètres, calcule le caractère ionique de la liaison. Donc le caractère ionique de la liaison, je vous rappelle que c'est le moment dipolaire divisé par la charge élémentaire fois la distance entre les atomes au sein de la molécule. Donc faire l'application numérique. Donc il y a le 6,28 de bail qu'il faut convertir en coulomb-mètre, donc multiplié par 3,33 10 moins 30. Il faut diviser par la longueur de la liaison, donc 152 picomètres. Multiplié par la charge élémentaire, donc 1 602 10 moins 19. Et donc ça fait un caractère ionique de 86%. Comparé au caractère ionique de HF qui vaut lui 40%. Donc on trouve que LIF est plus ionique que HF. Donc pourquoi? Je vous rappelle que plus la différence d'électronégativité sera importante, plus le caractère ionique normalement est important. Donc si on compare la différence d'électronégativité entre Li et F, on est à 3. Si on compare entre H et F, on est à alors F4, H2,1, on est à 1,9. Donc comme la différence d'électronégativité est plus importante entre LIF qu'entre H et F, on a donc que le caractère unique est plus important. Voilà, ça conclut cet exercice. Alors du coup, pour cet exercice 2, on vous dit que la liaison BRF est polarisée avec un moment de 1,3 de bail. On vous demande dans quel sens est polarisée cette liaison. Donc là, il faut regarder du coup quel est l'élément le plus électronégatif entre le brome et le fluor. Donc si je viens lire le tableau qui est juste en haut, je vois que le fluor a une électronégativité de 4, tandis que le brome a une électronégativité de 2,8. Ce qui veut donc dire que lui, il est polarisé négativement, tandis que le brome est polarisé positivement. Et donc la flèche va du plus riche vers le moins riche. Ensuite, on vous demande d'attribuer le moment dipolaire de BRF3 et de BRF5. Alors, on va commencer par BRF3. Donc pour ça, il faut d'abord déterminer sa géométrie. Donc BRF3 donc géométrie en T. Ensuite, on vient tracer la molécule dans l'espace. Et on vient sommer chacun des vecteurs constitutifs de la molécule. Donc j'ai une flèche qui va comme ça, une flèche qui va dans ce sens-là, et une flèche qui va vers la gauche. Cette flèche-là et cette flèche-là viennent s'annuler. Elles ont la même direction mais des sens opposés. Donc il ne reste que celle-ci.
donc le moment polaire total. Il est comme ceci, et donc il vaut donc en norme 1,3. Ok? Parce qu'il ne reste plus qu'un. Je vous rappelle, la somme, ce n'est pas la somme des normes. Et comme chaque flèche vaut 1,3 de bail, ces deux-ci s'annulent, mais il ne me reste plus qu'une. Là, ça va, il n'y a pas de projection de cosinus à faire, rien. C'est sympa. Reste la deuxième, BRF5. Donc on fait pareil. Donc elle est en AX5E1, donc c'est une pyramide à base carrée. Je viens représenter sa géométrie. Et c'est là où c'est important de bien dessiner dans l'espace. Et donc de bien représenter en crâne. Donc si je trace mes 5 vecteurs, j'en ai un là, un là, un là, un là, un là. Celui-ci s'annule avec celui-ci, celui-ci s'annule avec celui-ci. Il ne reste plus qu'un. Donc là, encore une fois, il n'y a pas besoin de projeter en cosinus. Donc essayez de simplifier au maximum. Et au final, en chimie, il reste un ou deux vecteurs. Au maximum, 2 vecteurs à projeter. C'est le maximum. Et ça se projette en cosinus. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc ce qu'il faut savoir faire, du coup, c'est déterminer la géométrie. Et ça, vous savez faire ça depuis le CC2. Donc il y aura encore des questions de géométrie au dernier CC. Forcément. Reste 4 molécules qu'on n'a pas faites, CF4, NH3, PCl3 et SO2. On commence par CF4. AX40 tétraédrique. Ensuite, il faut déterminer dans quel sens vont les flèches. L'électronégalité du fluor est plus grande que celle du carbone. Donc les flèches vont aller du fluor vers le carbone. Et bien la somme fait 0. NH3. AX3E1, pyramidal. Alors lequel est le plus agrégé entre l'azote et l'hydrogène? C'est l'azote. Donc les flèches vont de l'azote vers les hydrogènes. 3 flèches qui vont vers le bas. La somme, elle fait quoi? Elle est verticale vers le bas.
Alors, comment j'ai su qu'elle était verticale vers le bas? Bon, vers le bas, les 3 flèches vont vers le bas, donc ça va vers le bas. Comment j'ai su que c'est vertical vers le bas? Voilà. Parce que je sais que s'ils avaient été 4, celui-ci aurait compensé les 3 autres. Forcément, c'est-à-dire que la somme des 3, c'est ça. Ça pour le raisonnement? Voilà. Si ça avait été NH4, celui-ci aurait compensé tous les autres. C'est-à-dire que ces 3-là, bah, ça fait celui qui les aurait compensés. Donc je savais que c'était du coup vers la somme. Donc en fait, s'il en manque un, on sait directement que vaut la somme. Pas besoin de chercher. Sinon là, il faut projeter des cosinus de la moitié de 109,5. Voilà. C'est un peu chiant. Il me reste, bon, BF3, on l'a déjà fait. Ah non, BF3, excusez-moi, pas BRF3, BF3. Triangulaire plan. Le fluor est plus électronégatif. La somme fait 0. PCl3. Pareil, c'est pyramidal. Alors, qui est plus électronégatif entre le phosphore et le chlore? Le chlore. Donc là, la somme, par contre, elle est vers le haut. Et si on vous demande la norme, bah c'est juste une fois PCl. Parce que le quatrième vient compenser les 3 autres. Donc, du coup, on sait, pas besoin de projeter, on sait déjà que c'est une fois PCl. SO2, là vous êtes tendance à vous tromper parce que vous oubliez qu'il y a un doublé non liant sur le soufre. Et donc on est coudé. Alors, qui est plus électronégatif entre l'oxygène et le soufre? C'est l'oxygène. Et donc c'est vers le haut. Encore une fois, ça vaut une fois. Puisque si on avait 3, celui-ci viendrait compenser ces deux-là. Donc pas besoin de projeter. Vous pouvez projeter si vous voulez, hein. Cosinus ça fait 1,5, 2 fois 1,5 ça fait 1. Et du coup on en a terminé pour cet exercice. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est bon? Alors dans l'exercice 3 du TD7, on vous considérez tout d'abord la molécule de PH3Cl2. On vous demandait de donner la structure de Lewis et d'en déduire la géométrie. Donc on fait comme ce qu'on a fait dans le chapitre précédent. Je ne vais pas redétailler, hein. Normalement vous savez déterminer une structure de Lewis. Donc PH3Cl2 ça donne ça. Et donc je suis en AX3E2. Donc, je suis bipyramidal à base triangulaire. On vous demandait, c'est tout ce qu'on vous demandait. Ensuite, on vous demandait d'étudier le moment dipolaire des deux liaisons constituées de la molécule, à la fois la PH et la PCl. Je vous rappelle qu'on a deux cas. Soit la différence d'électronégativité est plus petite que 0,5, dans ce cas-là, il n'y a pas de moment dipolaire. Soit la différence d'électronégativité est plus grande que 0,5, dans ce cas-là, il y a un moment dipolaire. Donc il faut à chaque fois du coup regarder la différence d'électronégativité entre les différents atomes. Alors je vais regarder, ça fait 2,1 moins 2,1, ça fait 0. C'est plus petit que 0,5. Et donc la liaison n'est pas polarisée. Donc ce n'est pas, puisque les deux atomes sont différents, que forcément la liaison est polarisée.
tout dépend de la différence d'électronégativité. Au niveau de la liaison PCl, cette fois-ci, je viens regarder la différence d'électronégativité. Elle vaut 0,9. Cette fois-ci, c'est plus grand que 0,5. Et donc cette fois-ci, la liaison, elle est polarisée. Elle n'est pas 100% polaire puisque je suis inférieur à 2. Alors ça donne quoi du coup? Donc le plus électronégatif entre les deux, si je regarde ma table, c'est le chlore. Donc c'est lui qui sera chargé négativement, ce sera le phosphore qui sera chargé positivement. Et donc la charge va, la flèche, excuse-moi, du moment dipolaire, va du chlore vers le phosphore. Puisqu'elle va toujours du plus électronégatif vers le moins électronégatif. Alors, dans la question numéro 3, on vous dit de montrer qu'on a 3 agencements différents pour cette molécule. Effectivement, si je viens tracer ma géométrie, donc j'ai mon phosphore, et j'ai une bipyramide à base triangulaire, mais j'ai 3 hydrogènes à placer. La manière la plus simple, c'est de placer les 3 hydrogènes sur plan équatorial et les 2 chlores en axial. Les 2 positions sont différentes. Pourquoi? Puisqu'ici l'angle fait 90 degrés, alors que l'angle qui est ici, il fait 120 degrés. Donc les 2 positions ne sont pas équivalentes. Mais je peux également avoir un chlore et un hydrogène ici en axial et avoir en équatorial du coup uniquement un chlore et les 2 autres hydrogènes. Troisième possibilité, en axial ce sont 2 hydrogènes. J'ai mon 3e hydrogène et j'ai mes 2 autres chlores. Donc voilà les 3 possibilités possibles. Alors pourquoi ça donne 3 moments dipolaires différents? Forcément ici les 2 chlores sont opposés. Donc ça va me donner un moment dipolaire ici qui va aller vers le haut, un moment dipolaire ici qui va aller vers le bas. Donc un moment dipolaire total qui est nul. Vous voyez, les 2 ont la même direction mais ont des sens opposés. Ici, je somme 2 vecteurs qui sont à 90 degrés. Attention, la somme de 2 vecteurs à 90 degrés ne fait pas 0. C'est quand les 2 vecteurs ici sont collinaires et de sens opposés. Ici, ça ne fait pas 0, la somme, du coup, elle va dans ce sens-là. Donc cette molécule ici, elle est polaire. Ici, pareil. Donc la somme ici, elle va vers la droite. Et ces 2 ici sont différentes puisqu'ici j'ai un angle de 90 alors qu'ici j'ai un angle de 120. Donc ça va donner 2 sommes qui sont différentes. On vous demande dans la dernière question de déterminer justement ces 2 sommes. Alors, pour la première, ici, l'angle total il vaut 90 degrés. Donc comme ici je suis bisecteur, mon angle vaut la moitié, donc vaut 45 degrés. Donc quand je vais venir projeter, je vais me retrouver avec un cosinus de 45 degrés une fois ici. L'autre angle ici vaut également 45 degrés, donc je vais me retrouver également avec un cosinus de 45 degrés. Cosinus de 45 degrés, ça fait racine de 2 sur 2. Donc à la fin, j'ai racine de 2 mu de PCl. Ici maintenant, l'angle ici total vaut 120. Donc la moitié de l'angle vaut 60. Donc je me retrouve avec 2 fois cosinus de 60 degrés fois le moment dipolaire d'une seule liaison. Cosinus de 60 degrés, ça fait 1,5. 2 fois 1,5, ça fait 1. Donc je me retrouve juste avec mu PCl.
Donc vous voyez bien ici, les deux valeurs sont différentes. La plus grande valeur, c'est celle-ci, puisque racine de 2 est plus grande que 1. Et donc ça conclut cet exercice. Alors dans cet exercice 4, on demande d'interpréter différentes propriétés physiques, notamment les températures d'ébullition et les températures de fusion, ainsi que les différents états de la matière pour différents composés. Ce qu'on vous conseille, c'est de voir pour chacun des composés quel type d'interaction intermoléculaire il y a à l'état solide ou à l'état liquide, c'est-à-dire regarder quel type de liaison van der Waals il y a et avec quelle intensité, et est-ce qu'il y a ou non des liaisons hydrogènes. Donc les liaisons van der Waals, je vous rappelle, il y en a 3 types. Il y a Kisom, dipôle permanent, Debye, dipôle permanent, dipôle induit, London, qu'on appelle aussi la dispersion, entre dipôle induit, dipôle induit. La dispersion, il y en a toujours. Debye et Kisom, ce ne sont que pour les molécules présentant un moment dipolaire permanent. Des liaisons hydrogènes, ce n'est possible que si dans la molécule, on a un hydrogène qui est lié à un atome fortement électronégatif. Attention, pour une liaison hydrogène, il ne suffit pas d'avoir des hydrogènes. Il faut avoir des hydrogènes qui sont liés à des atomes fortement électronégatifs. Alors, si je regarde le difluor, le dichlore, le dibrom ou le diode, en fait, ce sont à chaque fois, si je trace leur schéma de Lewis, vous voyez, ce sont des molécules qui sont apolaires. Il n'y a pas de différence d'électronégativité entre les différents atomes. Donc ici, au niveau de London et de Kisom, comme il n'y a pas de moment dipolaire, eh bien, il n'y a pas d'interaction de type Kisom ou de Debye. Pareil, bon, il n'y a pas d'hydrogène, donc il n'y a pas d'hydrogène lié à un atome fortement électronégatif, donc il n'y a pas de liaison hydrogène dans aucune des molécules. Donc ce qui va faire la différence, du coup, ça va être la dispersion. La dispersion dépend de 2 paramètres. Plus la masse molaire est grande, c'est-à-dire plus l'atome a un rayon qui est important, plus la dispersion sera grande. Et plus il y a de doubles liaisons, plus la dispersion est grande. Donc ici, ce qui varie entre les molécules, c'est la taille de l'atome, donc sa polarisabilité. L'atome le plus grand, puisque vous connaissez votre question périodique, c'est l'iode. Donc c'est lui qui aura une dispersion très grande. Le brome est légèrement plus petit, donc la dispersion sera plus petite. Le dichlore, pareil, et le fluor, il est tout petit, donc il a une petite dispersion. Donc au final, il y aura plus d'interactions dans le cas du diode. Donc au total, c'est lui qui a plus d'interactions et donc c'est lui qui sera solide puisque c'est lui qu'il faudra fournir plus d'énergie pour le faire transformer en liquide. Donc on explique bien du coup que lui est solide puisqu'il y a beaucoup d'interactions, que lui est liquide puisqu'il y en a beaucoup moins et au contraire les deux derniers sont des gaz puisqu'il y a très peu d'interactions. Donc c'est facile de le faire bouillir. Alors pour la question petit 2, on a le butane et on a l'acétone. Donc déjà, avant de compléter le tableau, si vous avez bien compris le principe, il faut voir si les molécules sont polaires ou apolaires, et elles sont protiques ou aprotiques. Donc déjà, elles sont aprotiques puisque dans aucune des deux molécules ici, je n'ai un hydrogène qui est lié à un atome fortement électronégatif. Donc ici, au niveau des liaisons hydrogènes, j'en ai pas. Maintenant, au niveau des moments dipolaires, ici, je n'ai que des liaisons CH. Et si je regarde mon tableau, entre C et H, je suis à 0,4, donc les liaisons ne sont pas polarisées. Au contraire, ici j'ai une liaison entre un carbone et un oxygène, et si je regarde la différence d'électronégativité, cette fois-ci elle est de 1. Et donc là, au contraire, la liaison elle est polarisée. Elle va être polarisée comment? De l'atome le plus électronégatif vers l'atome le moins électronégatif. Donc maintenant, je vais pouvoir regarder mes différentes liaisons de Van der Waals. Ici,
je ne suis pas polarisé, donc je n'ai pas de Kisom, je n'ai pas de Debye. Ici, je suis polarisé, donc j'ai du Kisom et du Debye. Je n'ai qu'un seul plus puisque je vous rappelle que Kisom et Debye, ce sont les interactions les plus faibles par rapport à la dispersion. Maintenant, au niveau de la dispersion, il faut regarder la taille de la molécule, c'est-à-dire sa masse molaire. Ici, on vous dit qu'elles sont toutes les deux de même masse molaire. Même masse molaire, c'est-à-dire même dispersion due à la taille. Donc, je vais mettre 2 plus pour dire que c'est plus grand que Debye ou Kisom. Deuxième critère pour les forces de London de la dispersion, c'est la présence ou non de double liaison. Ici, je n'ai pas de double liaison. Ici, j'en ai. Donc, j'ai un plus en plus car il y a une double liaison. Donc ici, ma dispersion sera plus importante. Donc au total, ici je suis à 5 plus, ici je suis à 2 plus. Donc là, il y a plus d'interaction, c'est ici. Donc c'est ce composé-là qui devrait avoir la plus grande température d'ébullition et la plus grande température de fusion. Et effectivement, c'est le cas. Donc ici, il y a plus d'interaction. Donc la température de fusion et d'ébullition est plus grande. Enfin, dans la dernière question, vous représentez deux paires de bases de l'ADN. Vous demandez de représenter les différentes liaisons hydrogènes qui existent dans ces différentes paires de bases. Je vous rappelle la définition d'une liaison hydrogène. Une liaison hydrogène, c'est le cas où j'ai un atome d'hydrogène qui est lié à un atome qui est fortement électronégatif et qui est à proximité d'un autre atome fortement électronégatif. Par fortement électronégatif, on entend oxygène, azote, fluor et c'est tout. Donc ici, par exemple, l'atome d'hydrogène ici, il est bien lié à un atome qui est fortement électronégatif et il est proche d'un autre atome fortement électronégatif. Donc là, je vais bien avoir une liaison hydrogène. Ici, pareil, j'ai un hydrogène qui est lié à l'azote, qui est un atome fortement électronégatif, en face d'un autre atome fortement électronégatif. Donc, je vais avoir une liaison hydrogène. Par contre, ici, je n'ai pas de liaison hydrogène, puisqu'ici, mon atome, qui est un atome de carbone, n'est pas un atome qui est fortement électronégatif. Donc attention, ce n'est pas parce qu'il y a un hydrogène à côté d'un atome fortement électronégatif qu'il y a une liaison hydrogène. Pour avoir une liaison hydrogène, il faut que ce soit lié à un atome qui est fortement électronégatif. Donc ici, entre ces deux paires de bases-là, il n'y avait que deux liaisons hydrogènes. Au contraire, ici, si on regarde, on a bien l'hydrogène qui est lié à un atome fortement électronégatif. Donc je peux avoir une liaison hydrogène. Là, pareil, cet hydrogène, il est lié à un atome fortement électronégatif. Donc, je peux avoir une autre liaison hydrogène. Enfin, ici, mon hydrogène est également lié à un atome fortement électronégatif. Donc, j'ai une troisième liaison hydrogène. Donc, vous voyez, entre ces deux paires de bases-là, il n'y a pas le même nombre de liaisons hydrogènes. Et donc, ça conclut ce TD.